Bonjour, je suis Sébastien Naïk, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir dans cette interview David Laroche. Bonjour David. Salut à toi. David est entrepreneur, coach, conférencier international. À ses débuts, il a interviewé plus de 200 et aujourd'hui, je crois, plus de 300 personnes qui excellent dans leur domaine, des athlètes de haut niveau, des producteurs de films, des grands conférenciers comme Les Brown, Darren Hardy, Jack Canfield et Brian Tracy. Et aujourd'hui, il est donc conférencier, il est aussi coach, il accompagne énormément de personnes qui ont des grands projets à les réaliser et à les réaliser avec excellence. Et aujourd'hui, on va discuter avec David de comment est-ce que vous pouvez acquérir l'état d'esprit et les stratégies qui vont vous permettre d'avoir un succès fulgurant. Donc, David, ça me fait très plaisir de pouvoir t'interviewer aujourd'hui parce que tu as toi-même eu un parcours qui est assez impressionnant. Quand tu as démarré ton parcours de coach, tu étais très jeune comme moi, mais même plus jeune que moi j'étais quand j'ai démarré. Et j'aimerais qu'on attaque direct par cette question justement parce que parmi les personnes qui ont lu mes livres ou qui me suivent sur Internet, beaucoup d'entre eux maintenant sont des personnes qui sont en train de finir leurs études, sont en train de se dire mais ok, mais j'ai pas envie d'aller dans un job salarié, etc. Mais si je me lançais en tant qu'entrepreneur, j'aurais du mal, je ne serais pas crédible, on ne me donnerait pas d'argent pour me lancer. Et toi, tu as dû affronter ça. Donc, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ce début de ton parcours? Comment est-ce qu'on passe de j'ai un projet de changer le monde à je suis en train de changer le monde à quand on a… Quel âge tu as alors on fait cette interview? Là maintenant, Oui. là maintenant j'ai 29 ans et à l'époque quand j'ai démarré, ça dépend on va dire entre 18 et 21 ans en fonction de qu'est-ce qu'on considère être la date de départ. Ok. Donc, quand on a 18 ans, je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, tu avais 16 ans. Non, peut-être 18 je 18. pense. Hmm? 18 je pense. 18, ok. Et alors, explique-moi un petit peu comment est-ce que tu t'es lancé? Quelle était ta vision qui t'a fait dire, ok, je peux y aller malgré mon jeune âge? Ouais, alors c'est une super question la notion d'âge parce qu'en fait ce qui était intéressant c'est que moi donc j'avais à la base pas prévu d'être entrepreneur. Donc j'étais parti, mon grand rêve c'était d'être manager informatique, ça c'était la vision la plus incroyable possible. Donc déjà ingénieur d'informatique, c'était top, mais alors manager, c'était vraiment le grand rêve. Et donc, du coup, je faisais des études d'ingénieur, sauf que j'étais mal dans ma peau, complexé, timide, je m'en voulais à moi-même, je me trouvais pas à la hauteur, moche, pas intéressant, etc. Et donc, du coup, bah, j'ai démarré cette idée de me dire si on peut apprendre le piano, on peut peut-être apprendre d'autres choses. Donc, peut-être apprendre à s'exprimer différemment, respirer autrement, avoir plus d'impact, se tenir autrement, etc. Et donc, j'ai fait une formation qui, à l'époque, était une formation de PNL à Lyon. Et en fait, Donc, la PNL, c'est la programmation ouais. neurolinguistique et c'est une structure qui permet de mieux communiquer, mais aussi d'accompagner et d'aider les autres à se transformer. Donc voilà, c'est ça. Et moi, en fait, à la base, je faisais pas ça pour devenir spécialement un coach. Je faisais ça parce que je voulais découvrir des outils qui me permettraient d'aller mieux. Et je sais pas, peut-être au premier ou au deuxième jour du stage, en voyant le formateur, donc c'était une salle de peut-être 30-40 personnes, je me suis dit, mais je veux faire ça, en fait. Ce qui paraissait complètement fou parce que même si je commençais à être un peu plus à l'aise, un peu plus confiant à force de me dépasser, me challenger, à parler à des inconnus, aborder des gens en boîte de nuit, essayer de lever la main en cours. J'étais plus à l'aise, mais clairement pas assez pour faire mes premières prises de parole. Donc, je fais ça. Et là, je me dis, OK, si vraiment tu veux faire ça plus tard, il faut que tu testes si ça te plaît. Et donc, à la fin de la formation, j'annonce à mes potes et en leur disant, bah, tiens, annonce à tes potes aussi Mhm. que je vais organiser une conférence, sauf que je dis que je vais organiser une conférence, mais j'ai jamais organisé de conférence. Je sais même pas comment on fait. Je sais même pas comment on réserve une salle. Donc, j'habite à Lyon, à côté de la Tête d'Or, à côté de la gare, il y a un amphithéâtre en plein air. Donc, je dis, voilà, je sais pas louer de salle, donc je vais pas en louer. Je vais me D'accord? mettre dehors et je vais faire une conférence en plein air. Donc, je fais Ok. ça. Je crois comprendre qu'un conférencier, ça a un paperboard. Donc, je me dis, mais comment on trouve un paperboard? Et donc, j'achète un paperboard tout neuf qu'on essaie de mettre dans la petite Clio pourrie de mon pote. Le paperboard est plus grand que la Clio. Donc, quand on sort le paperboard de la Clio, on le casse. Et donc, et donc, ma première conférence de ma vie, en fait, j'ai tiré une poubelle publique sur à peu près 40 mètres pour mettre mon paperboard contre la poubelle publique. Et
Je fais ma première conférence. Après 1 heure et demie, en fait, je me rends compte que la rue, ça a pas mal d'inconvénients. Entre autres, le fait de ne pas décider l'audience que tu as. Mhm. Et donc, du coup, il y a un groupe de jeunes un peu bourrés, alcoolisés et avec d'autres substances, je pense, qui viennent participer à ma conférence euh, avec un niveau d'écoute Pas extrêmement forcément super faible. attentif, ouais, ouais, tu m'étonnes. Et donc, en fait, non, voilà, ils sont agressifs envers une des participantes en particulier. Et là, je suis plongé dans le grand bain parce qu'il y avait un livre que j'adore toujours d'ailleurs qui s'appelle Comment se faire des amis. Mhm. Et là, tu as la théorie de comment se faire des amis et la pratique de. J'ai une caméra que je viens d'acheter qui, à l'époque, pour moi, je devais coûter peut-être 900 euros. C'était énorme pour moi de mettre 900 euros Ouais. dans une caméra. Première conférence de ma vie. Et là, il faut que je gère une situation de conflit. Donc, ça a été un moment intense. J'ai réussi à m'en sortir en créant du lien avec la personne. Et puis, ils sont partis. Et puis, une demi-heure après, j'ai eu un sans-abri qui est venu, bourré aussi. Euh, Pareil, qui n'était pas vraiment content qu'on soit là. Donc, il a fallu que je gère la situation. Ça a été drôle de créer du lien avec lui. C'était ma Mhm. première conférence. Ma deuxième, on l'a faite dans une amphithéâtre à l'université à Lyon. Lyon avait accepté de me prêter l'université, enfin un amphithéâtre, enfin une petite salle, pardon. C'était pas un Mhm. amphithéâtre, c'était une petite salle. Et donc ma première conférence, qui était gratuite, il y a un des jeunes qui me vole mon iPad tout neuf, qui Ah, pareil, ah. c'était 500 euros l'iPad. J'ai eu du mal à gérer mes émotions après ma deuxième conférence. Et tout le monde me disait après ça, en fait, non mais David, le vrai problème, c'est que tu es trop jeune. Et le vrai problème, c'est que tu veux réussir dans un métier où il n'y a aucune personne de ton âge qui y arrive. Et même ceux qui ont l'âge, entre guillemets, donc je demandais c'est quoi l'âge? Donc entre 35 et 55, on va dire. Et ben même pour eux, c'est difficile. Donc en gros, laisse tomber quoi. Et donc tout le monde me disait laisse tomber, que ce soit la banque, les gens autour de moi, même des formateurs me disaient laisse tomber, les clients me disaient laisse tomber. Et j'entendais à longueur de journée, t'es trop jeune. Mhm. Jusqu'à Et ça a été vraiment pour moi un déclic de me dire, c'est parti d'une question. Et si ce que je considère être mon plus grand problème devenait mon meilleur avantage? Et donc, j'ai pris un papier et j'ai listé, je ne sais plus combien, mais au moins 40. Mais je pense que c'était plus. Au moins 40 avantages à être jeune. Mais pas 40 avantages seulement pour moi. C'est-à-dire, si j'étais mon client, Ok. ce serait quoi 40 avantages pour lui à m'avoir moi? Et ce qui est dingue, c'est que la semaine qui a suivi, ça m'a vraiment marqué. La semaine qui a suivi, j'organise une petite conférence. Donc, quand je dis des conférences, d'ailleurs, je sais même pas si le mot est adapté parce que les participants étaient entre 0 participant et 2 participants. Mhm. Sachant que le pire, c'est pas 0. Le pire, c'est Ah. une. C'est un, voilà, c'est un participant. J'ai déjà eu l'expérience de démarrer en donnant des cours de salsa à une personne et c'est un mec en plus, donc pas super. Donc oui, un participant, je pense que c'est le pire. Deux, c'est top. Zéro, au moins tu peux dire, bon bah du coup, je vais lui Personne ne le sait, voilà. Donc, du coup, c'était drôle parce que la semaine qui a suivi, j'ai une personne qui arrive qui devait avoir peut-être 70 ans. Et c'était la première fois que j'avais quelqu'un de 70 ans qui venait dans ma conférence. Et je lui demande, première question quand je le vois arriver, je lui dis pourquoi moi en fait? Qu'est-ce qui fait que moi j'ai choisi? Et sa réponse c'est parce que tu es jeune. Et en fait là, c'était vraiment drôle parce que c'était la semaine qui avait suivi cet exercice-là. Et suite à ça, j'ai commencé à avoir non pas moins de personnes me parler de mon âge, autant, voire plus de personnes qui m'en parlaient, mais cette fois, en qui bien. m'en parlaient comme un avantage. Et c'était bluffant de me dire à quel point les croyances que moi j'avais sur moi-même, je les projetais à l'extérieur. Un bon exemple d'ailleurs, très business, qui est vraiment drôle, j'adore cet exemple, c'est ma banque. Parce que ma banque, elle me répétait à longueur de temps, vous êtes trop jeune et votre entreprise, elle est trop jeune. Donc double combo. Mhm. Et c'est ce qui faisait que, d'ailleurs, un moment qui m'a fait péter un câble à l'époque, parce que je suis invité par Tony Robbins. Je reçois un mail privé de lui qui m'invite à Chicago. Donc pour moi, à l'époque, c'est astronomique. C'est comme si je sais pas, c'est le président qui m'invite, ça paraît incroyable. Et donc je suis invité là-bas, je suis à Chicago et je vais louer ma voiture à Enterprise, mais toutes mes cartes bancaires ne passent pas. Non pas parce que j'ai pas l'argent, mais parce que encore une fois, ça doit faire au moins la 15e fois.
ma banque me met des plafonds ridicules au niveau de mes cartes bancaires. Donc, à chaque fois, mes cartes bancaires, elles ne passent pas. Et je me retrouve à pas arriver à réserver une voiture alors que j'ai rendez-vous avec lui. Et Heureusement, alors que tu as l'argent. et j'ai l'argent. C'est horrible. C'est horrible comme situation. Donc, j'appelle ma mère. On est en pleine nuit en France pour essayer de dire maman, il faut que tu trouves une solution, essayer de payer pour moi. Bref, ça m'arrivait régulièrement. Et encore une fois, par rapport à l'âge, ce qui était intéressant, c'est que le vrai problème, c'est que moi, j'en voulais à la banque de ne pas croire en moi. Et j'en voulais aux autres, en fait, en réalité, de ne pas croire en moi. Mais je me rendais compte que l'erreur, en fait, qu'on a tendance à faire quand on développe son entreprise, c'est on demande aux autres d'y croire plutôt que nous de comprendre que c'est à nous de les éduquer ou de les accompagner pour y croire. Et j'aime beaucoup cette idée que le leader, c'est une phrase de Philippe Gabillet, qui est un ami. Le leader, c'est même pas qu'il voit l'avenir, il en vient. Et j'aime bien cette nuance parce que ça implique de la certitude, en fait. Et la deuxième idée que j'aime associer à ça, c'est que le leader, non seulement il vient du futur, mais il prend par la main et il accompagne la personne à voir ce qui va se passer demain. Et donc, du coup, je me retrouve face à ma banquière qui me dit une nouvelle fois, pour la 30e fois, que je suis trop jeune et que je ne vais pas pouvoir augmenter mon plafond de carte bancaire. Et là, pour la première fois, je la regarde dans les yeux, je fais un grand silence et je lui dis, Madame, j'ai juste une question à vous poser. Si vous étiez certaine d'avoir un jeune Xavier Niel en face de vous, si vous en étiez certaine, pas à moitié sûre, certaine, et qu'il vous demandait d'augmenter son plafond bancaire, que feriez-vous? Et j'adore ce moment où tu as le filet de bave qui coule sur la lèvre de la personne, où la personne, tu viens de lui poser une question qu'elle ne s'est jamais posée. Et en fait, 15 minutes après ça, le truc que je galérais à avoir depuis 2 ans est devenu possible, même au-delà de ce que j'imaginais. J'ai eu les plafonds que je voulais et des opportunités parce que pour la première fois, dans la tête de ma banquière, elle a ouvert la case que potentiellement, j'étais une opportunité pour elle, en fait. Et pas, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'au lieu de voir l'entreprise, son passé qui est très court parce qu'elle est jeune, elle a pu voir son futur qui allait être rayonnant. Et ça, c'est un truc que j'adore. J'en parle moins en ce moment parce que c'est moins dans mon actualité. À l'époque, j'en parlais forcément énormément vu que ça me concernait beaucoup. Mais j'invitais les gens à se considérer comme une action en bourse qui prend de la valeur. Et j'expliquais, je disais en fait, qu'est-ce qui fait que tu mises sur une action en bourse plutôt qu'une autre? C'est pas lié à la valeur de l'action. C'est lié à combien tu penses que cette action va prendre en valeur. Parce que finalement, une action qui vaut 100 euros, tu vas pas forcément miser plus qu'une action qui vaut 1 euro. Parce que si l'action de 100, tu penses qu'elle va valoir 110 et l'action de 1, tu penses qu'elle va valoir 40, tu vas miser sur l'action qui vaut 1. Et j'utilisais cette métaphore pour expliquer ce qui compte, c'est pas seulement effectivement ton passé, d'où tu viens, ce que tu as parcouru, même si bien sûr c'est extrêmement important. Et plus tu es capable de montrer par des faits que tu avances, mieux c'est. Mais je leur disais, voilà, ce que tu présentes au monde, c'est pas seulement qui t'es et ce qui s'est passé, mais c'est aussi la certitude que tu vas avoir de ce que tu vas accomplir dans le futur. Et c'est une notion qui m'a fasciné, surtout au début, quand tu crées ton entreprise, c'était la question que tu me posais, tu es obligé de distordre la réalité, en fait. Tu es obligé d'amener les autres à se projeter dans un monde qui n'existe pas encore et considérer, putain, merde, c'est possible. Et j'aime bien cette idée qu'en tant qu'entrepreneur, on est des générateurs de doutes. Dans le sens, on doit créer le doute dans la tête de la personne que peut-être c'est possible pour lui ou pour elle. Et ça me fascine. Comment ça se fait qu'un mec comme Spielberg, les producteurs, à un moment donné, ils se disent peut-être que pour lui, ça marche. Peut-être que c'est intéressant avec elle. Et c'est pareil. Parce que c'est une question, moi, qui me fascine. Qu'est-ce qui fait que 2 restaurants qui démarrent, l'un se remplit, l'autre non? Même positionnement, même emplacement, même nourriture, même tout. Alors, bien sûr, il y a plein de paramètres, mais c'est quand même fascinant parce que quand tu discutes avec des restaurateurs, il y en a plein qui te disent « Ouais, mais mon restaurant, il ne se remplit pas parce qu'il est vide. » Ce qui, bien sûr, c'est logique parce qu'effectivement, un restaurant plein, il attire du monde. Mais la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un restaurant qui est vide attire les 3 premières personnes, qu'on attire 5, puis 10? Et tu as quand même un truc dans la tête de l'entrepreneur qui démarre, la capacité à te faire comprendre qu'il est vide pour l'instant, mais c'est juste parce qu'il démarre. Et tu as intérêt à en profiter maintenant parce que maintenant, peut-être c'est moins cher ou maintenant, tu n'as pas une liste d'attente de 6 mois. Et du coup, il te fait douter et tu dis, tiens, peut-être que j'aurais intérêt à le faire maintenant. Et c'est ce qui s'est passé pour moi.
au début, mes clients, quand ils arrivaient, qu'ils étaient seuls dans la salle, moi, j'avais honte. Et je me disais, mince, parce que je remettais en question ma valeur par rapport au nombre de personnes qui avaient dans ma salle. Et donc, ma honte se projetait sur mon client. Et quand le client repartait, bah déjà, je n'avais pas été aussi performant que je voulais. Et en plus de ça, lui, il sentait ce niveau de honte. Alors qu'à partir du moment où j'ai commencé à me persuader, si une personne vient et qu'elle est seule dans ma salle, c'est le plus beau jour de sa vie. Alors, j'aimerais justement rebondir sur ça, David, parce que tu vois, tu savais que tu apportais quelque chose qui fait que ça pouvait devenir le plus beau jour de la vie, de la personne qui allait devenir ton client ou ta cliente, d'accord? Mais tu vois, depuis tout à l'heure, on est en train de parler un petit peu du comment, avec par exemple l'excellente question que tu as posée à ta banquière. Mais je pense que ça serait hyper important que tu me parles un petit peu du pourquoi, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'était aussi important pour toi de faire avancer les choses, de te lancer maintenant, tu vois, au moment où tu as décidé de le faire. Donc, on est fin des années 2000, on est 2008-2009 peut-être. Donc, tu n'as pas encore la vingtaine et tu décides de lancer ta boîte et tout. Non, en 2010. 2010, ok. Tu décides de lancer ta boîte et de mettre tout ça en place. Pourquoi est-ce que c'était si important de le faire? C'est quoi l'enjeu pour quelqu'un qui nous regarde là, donc qui nous écoute et qui a 19 ans, qui a 25 ans. Il y a des gens qui se pensent trop jeunes à l'âge de 35 ans, donc je ne les exclus pas non plus. Mais c'est quoi l'enjeu pour cette personne de dire, OK, mon projet que j'ai gardé dans le tiroir, il faut que je sorte du tiroir? Alors, j'ai envie de répondre de deux manières parce qu'il y a ma réponse personnelle et c'est la question que tu poses et après peut-être l'étendre à d'autres personnes parce qu'on est vraiment tous très différents. Pour moi, alors, c'est marrant parce qu'il y a les raisons, je pense, que j'avais consciemment à l'époque, il y a celles que je peux comprendre maintenant avec du recul. Mais à l'époque, il y a un vrai désir de me challenger. J'ai eu beaucoup souffert d'avoir du mal à m'exprimer. Et en fait, j'ai pas envie d'être entrepreneur à la base. Ce que j'ai envie, c'est d'être conférencier. Donc, oui, parce que ce que j'ai oublié d'expliquer, c'est que quand je vais voir les organismes de formation, ils rigolent. Donc, en fait, pour moi, entreprendre est la seule option possible pour devenir mon propre organisme de formation et dire le formateur, ça sera David. Parce que personne a envie que ça soit moi. C'est clair, super bon point. Et d'ailleurs, si tu peux nous parler de ta première conférence à Boston en illustration de ce point, dont je crois que tu m'avais déjà parlé, ça serait top. Bah, tu veux que je le fasse maintenant ou plus tard du coup? Ouais, non, juste n'oublie pas parce que c'est une anecdote, je pense, qui va débloquer plus d'un, tu vois. Et ouais, donc voilà, à la base, je voulais en fait, moi ce que je voulais, j'avais découvert plein de clés hyper intéressantes sur l'humain et comment aller mieux. J'allais quand même déjà beaucoup mieux et j'avais envie, de le partager à beaucoup de personnes parce que ça a tellement changé ma vie que à l'époque, je voulais que le monde entier puisse en profiter. Pas forcément par moi, mais au moins que j'y contribue. Et après, l'autre aspect personnel, c'était que j'avais envie de me dépasser, à m'exprimer et voir ce que ça donnait. Parce que moi, à l'école, à l'époque, la pire chose que tu pouvais me demander, c'est de parler en public. Donc, cette idée, vu que j'avais changé ma vie en faisant toujours des trucs qui me faisaient peur, faire des conférences me faisait vraiment peur. Donc, c'était la prochaine étape pour moi, évidente et terrorisante de comment continuer à me conquérir moi-même. Donc, ça, c'était un premier aspect. Et ça, c'est vraiment le tout début. Après, j'organise mes conférences et je me rends compte que j'arrive pas à remplir. Et là, j'en arrive dans la réalité du business. C'est-à-dire qu'il suffit pas de dire que tu veux faire une conférence. Et en fait, il y a personne qui vient. Et moi, je pensais que je dirais sur Facebook, hey les gars, venez. Et en fait, non. Tu as des gens qui disent, déjà, quand les gens commencent à dire, oui, j'aimerais venir, tu es content. C'est déjà un miracle. Mais en fait, que les gens disent, mais au moins, c'est une avancée dans la bonne direction. C'est ça. Et en fait, c'est hyper frustrant parce que tu valides des checkpoints, tu valides vraiment des avancées en disant j'ai réussi à faire passer les gens de c'est ridicule à c'est intéressant, mais en fait c'est intéressant, ça fait que tu es toujours en déficit à la fin du mois, donc ça c'est horrible. Et puis tu les fais passer à je dis oui concrètement sur l'événement Facebook, mais ils ne viennent toujours pas. Puis je réserve sur Eventbrite, mais bon, ils ne viennent pas forcément ou ils se demandent d'annuler au dernier moment. Et puis, tu arrives à en avoir quelques-uns. Donc, tout ce processus-là me fait me rendre compte
OK, il suffit pas de te challenger à dire tu vas faire des conférences. Si vraiment tu veux les remplir et tu as envie de ne pas perdre de l'argent à faire tes conférences, il va falloir que tu apprennes un peu plus l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui m'amène à me passionner progressivement sur qu'est-ce qui fait que des gens vont avoir envie de me faire confiance, miser sur moi, me percevoir comme crédible, avoir envie de revenir. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont vouloir faire une conférence? Parce que c'est hyper frustrant une fois que tu as compris comment ramener 15 personnes dans une conférence, tu n'as toujours pas compris qu'est-ce qui fait qu'ils vont vouloir faire un séminaire. Et là, tu recommences. Et puis après, essayer de faire de la publicité où tu te rends compte. Moi, je pensais, bon, si tu mets de la publicité, ça marche forcément. Mais en fait, Il non. va y avoir quelques surprises alors dans ce cas-là sur les premières pubs. Bah, ouais, en fait, c'est assez atroce. J'ai essayé d'imprimer 1500 flyers dont j'ai passé, je sais pas, une semaine à faire mon flyers, avoir un excès de perfectionnisme pour qu'il soit parfait. On a dû le distribuer à la main, nous-mêmes, je sais plus. À l'époque, ça me paraissait astronomique. Je sais pas, c'est au moins 1000, c'est sûr. Mais peut-être 1500 flyers tout seul, comme ça, pour faire même pas une inscription, je crois, sur 1500, sur 1500 flyers avec des conférences où la conférence, elle était à 10 euros. Et c'est horrible, c'est déprimant à chaque fois. Surtout que j'avais donc… là, pour le coup, à ce moment-là, j'ai démissionné, j'ai arrêté mes études d'ingénieur. Tout le monde me dit que je suis un malade parce que j'ai même pas mon diplôme d'ingénieur. Ma grand-mère me fait promettre que je finirais mes études. Je dis oui à l'époque en étant sincère. Je pense que oui, je dis oui, je finirai mon diplôme, mais bon, je n'ai pas réalisé ce que ça donnerait l'entrepreneuriat. Donc, je ne l'ai jamais passé. Bon, enfin, j'ai jamais fini mon mémoire. Parce que c'était fou, ma famille a pété un câble parce que j'ai arrêté. Il restait que mon mémoire à passer, j'étais ingénieur. J'avais tout fait. Et donc, forcément, c'était perturbant pour ma famille. J'avais réussi à avoir la rupture conventionnelle, donc j'avais 10 000 euros en banque. Mais c'est perturbant de voir chaque mois 1 000 euros de moins. Voilà, ça descend. Et 10 000 et que tu te dis j'enlève 1 000 à chaque fois, tu vois venir. Tu vois. Et en plus, avec une formation d'ingénieur, tu as dû facilement faire le calcul qu'à un moment donné, ça allait passer la barre du zéro. C'est ça. Et vu que la même semaine où je crée ma boîte, ma mère m'annonce je vais déménager dans telle région, sous-entendu, je vais devoir avoir à me trouver une solution pour avoir un logement en même temps. C'était une situation intéressante, mais avec du recul, heureusement, parce que là, j'avais pas le choix. Il fallait que je trouve une solution de devenir rentable et apprendre à me marketer, ce qui pour moi à l'époque était un mot associé à Satan, quoi. Mais alors, c'est super intéressant parce que du coup, toi, ta raison d'entreprendre, c'était pas pour être entrepreneur. Tu vois, là, on a une petite différence dans le sens où, par exemple, moi, quand j'ai quitté mon job justement d'ingénieur chez Unilog, ma raison de dire je vais créer ma boîte, c'est parce que j'en pouvais plus de travailler là-bas, donc je savais qu'il fallait que je sois entrepreneur, mais je ne savais pas entrepreneur de quoi. Alors que toi, c'est très différent parce que toi, tu voulais être conférencier et le chemin pour être conférencier, du coup, ok, puisqu'il faut créer une boîte, on va bien le faire. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a créé ce déclic de vouloir être conférencier? Comment est-ce que tu as trouvé ton feu sacré c'est ça, c'est mon truc, c'est ma voix? Ouais, déjà, je te remercie beaucoup par la question parce qu'il y a un des trucs qui m'attriste dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu vois, là, je suis super content. Là, il y a 2 semaines, j'ai fait une interview avec Marc Simoncini, qui est un de nos plus grands entrepreneurs français que j'ai trouvé vraiment passionnant. Et tu vois, il décrivait l'entrepreneuriat il y a 30 ans et l'entrepreneuriat aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir à plein de niveaux. Déjà, c'est beaucoup plus accessible d'entreprendre aujourd'hui en termes de capitaux nécessaires. Et en plus de ça, c'est devenu sexy d'entreprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, presque, si tu n'entreprends pas, tu as raté ta vie dans la tête des gens. Alors qu'il y a 30 ans, si tu entreprends, tu vas devenir un gros con. Et ce qui… Mince, c'était quoi ta question? Ce que j'avais… C'était qu'est-ce qui t'a fait trouver ton feu sacré à toi pour devenir conférencier? Ouais, alors oui, la raison pour laquelle j'aime beaucoup ta question, c'est qu'en fait, je suis triste des fois de voir plein de personnes qui veulent entreprendre et du coup qui se perdent à ne pas chercher un projet qui leur donne de l'énergie et qui les inspire et qui a du sens au quotidien. Parce qu'il y a très peu de personnes que j'ai rencontrées qui sont inspirées par l'entrepreneuriat seulement. La plupart des entrepreneurs que j'ai rencontrés, je parle qui réussissent, sont inspirés par un mixte entre l'entrepreneuriat plus la manière qu'ils ont d'entreprendre, sous-entendu
le produit les inspire, ou alors le marché les inspire, ou alors la typologie de clients les inspire, ou la complexité les inspire. Il y a un truc qui va au-delà de juste entreprendre. Mhm. Et voilà, j'encourage vraiment les entrepreneurs, surtout ceux qui démarrent, mais même ceux qui démarrent pas et qui sont un peu frustrés dans leur vie, de se dire mais qu'est-ce que je fais là? J'ai des entrepreneurs en coaching aujourd'hui qui me disent ma boîte elle fait les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais je me fais chier. Et souvent, c'est en fait, ils ont arrêté de se poser la question de qu'est-ce qui m'inspire et qu'est-ce qui me plaît en fait. Quel est le client idéal que je veux, qui je veux servir, comment, etc. Donc moi, euh, ça avait tellement changé ma vie parce que voilà, je pars de pensée de suicide, timide, complexé, régulièrement malade avec des angines, parce qu'en fait, c'était tout dans ma tête. Euh, et je me disais, il faut que le monde sache ça. Alors voilà, au début, j'ai commencé à le faire pour les jeunes, donc c'était des conférences de jeunes pour les jeunes, mais je me suis rendu compte que c'est le public le plus dur au monde quand tu es jeune. Et c'est drôle parce que plein de gens pensent, même encore aujourd'hui, que mes salles sont remplies de jeunes. Mais en fait, mes salles sont remplies à 90% de personnes qui ont entre 35 ans et 55 ans. Et c'est que maintenant que je commence à avoir une vague de jeunes qui arrivent. Ouais, ouais. Et parce qu'en fait, justement, je pense que là, j'ai pile l'âge peut-être parfait pour les jeunes parce que je dois être encore assez jeune pour qu'ils se disent il est jeune. Et j'ai suffisamment pris de la maturité pour qu'ils se disent j'ai quand même à apprendre de lui. Mais pendant un temps, il y avait l'effet de… Oui, quand on a l'impression d'avoir affaire à un père, enfin un PAIR, c'est-à-dire Ouais. qui est comme nous, c'est plus difficile d'établir la crédibilité. C'est un peu le syndrome de nul n'est prophète en son propre pays. Exact. Donc, c'était super dur. Et le deuxième truc qui s'associe à ça, ils ont quand même pas beaucoup d'argent. Donc, c'est super dur de les convaincre. Et quand tu les convaincs, ils te disent, mais je sais pas comment payer. Donc, c'était difficile. Donc, du coup, j'ai vite changé mon positionnement sur un public plus adulte. Et c'est ça qui m'a donné envie d'entreprendre. Après, ce que je me suis rendu compte en travaillant mes croyances sur l'argent, l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, j'adorais l'entrepreneuriat. Parce que je me suis rendu compte que ce que j'adorais en coaching, c'est la même chose que j'adore en marketing. C'est-à-dire qu'en fait, au début, je dissociais les deux et je vois tellement de gens qui dissocient les deux. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai du mal à dissocier les deux parce que dans les deux cas, c'est de la psychologie, c'est se mettre à la place de l'autre, c'est vouloir comprendre l'autre. Pour moi, un excellent marketeur, c'est quelqu'un ça paraît bizarre, mais qui aime suffisamment son client pour vouloir se mettre à sa place, pour pouvoir discuter avec lui, pour pouvoir le comprendre. J'aime beaucoup l'exemple de Airbnb qui galère pendant 3 ans et après 3 ans se disent, mais en fait, on s'intéresse jamais à nos clients et qui vont à New York et passent un peu plus de temps avec eux et comprennent. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que nos clients à l'époque, eh ben, ils sont pas à l'aise de prendre des photos chez eux parce qu'à l'époque, prendre des photos de son intérieur, c'est privé. Ouais. Et en plus, il n'y a pas les appareils photo numériques d'aujourd'hui. Et en plus, ils savent pas comment faire. Et ça, ils le comprennent après 3 ans à discuter avec leurs clients. Et donc, à partir du moment où je me suis rendu compte que faire du marketing, c'était comme du coaching. Faire de la vente, c'est comme du coaching. Manager, c'est comme du coaching. Faire des vidéos, c'est comme du coaching. Je me suis rendu compte, mais en fait, j'adore l'entrepreneuriat. C'est la continuité de ce que j'aime. D'accord. Et après, l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte, nourrissait des choses en plus parce que j'adorais les jeux de stratégie quand j'étais ado et tout le monde me disait que j'avais un problème d'aimer les jeux vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte que Tu disais que tu avais un problème d'aimer les jeux vidéo. Pourquoi? parce que socialement, l'enfant idéal, eh ben, il travaille à l'école et il joue pas aux jeux vidéo. Dans la tête de beaucoup de gens, et encore, j'ai beaucoup de parents que j'accompagne en coaching. Souvent, ils viennent me voir en disant mon fils a un problème. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il joue aux jeux vidéo. Ça, c'est grave, quoi. Souvent, les parents, ils viennent me voir là-dessus et la question que je leur pose, c'est en fait, comment est-ce que tu joues? Enfin, comment est-ce que ton enfant il joue? Et à quoi il joue? Et pourquoi il y joue? Et en fait, quand on discute avec un enfant, on se rend compte qu'il joue pas à n'importe quel jeu par hasard. Il joue pas de n'importe quelle manière par hasard. Et en fait, tu peux découvrir vraiment les stratégies d'excellence d'une personne dans sa manière qu'elle a de faire des choses qui sont étiquetées par la société comme mauvaises. Et ça s'applique pas d'ailleurs qu'aux ados, parce que quand j'accompagne les entrepreneurs, il y a plein de choses qu'ils font dans leur vie qu'ils dissocient de leur business parce que c'est pas étiqueté comme du business. Par exemple, ça peut être regarder des séries ou une passion qu'ils ont à côté. Ils le dissocient. Alors que dans ces activités-là, il y a énormément de stratégies d'excellence qui sont réplicables dans leur business. Voire même, j'aime beaucoup ce qu'on appelle les polymathes.
Les polymathes, c'est des personnes comme Da Vinci, par exemple, qui ont étudié plein de domaines. On se rend compte que les polymathes, Elon Musk, typiquement, c'est un polymathe, c'est l'ingénierie, la cosmologie, etc. Et ben, ils sont capables de mixer des domaines où, en apparence, les centres d'intérêt sont très différents et arriver à créer des choses parce qu'ils ont ces différents centres d'intérêt. Et donc, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui s'empêchent de mettre de la valeur sur des choses qui leur donnent de l'énergie à la base, alors qu'ils pourraient l'utiliser pour rendre sur mesure leur business. Un des types les plus brillants que j'ai rencontré dans le monde, j'ai adoré passer du temps avec lui, même si j'ai foiré complètement mon interview, c'était Seth Godin. C'était ma première interview à New York. À la fin de l'interview, il m'a dit quand est-ce qu'il est ton train, sous-entendu dégage, parce que c'était un peu pourri. Donc j'étais un peu déprimé le lendemain. Mais c'est parce que mon anglais était tellement pourri que quand il racontait des blagues, je comprenais pas que c'était des blagues, donc je rigolais pas. Et bref, ça m'a donné envie de bosser mon anglais. Et donc du coup, Seth Godin, j'aime beaucoup cette notion de la vache pourpre. Et parfois, un bon moyen de devenir une vache pourpre dans son domaine d'activité, c'est-à-dire de devenir suffisamment remarquable de sorte que les gens te remarquent, de sorte que les gens te mémorisent et de sorte que les gens aient envie de parler de toi, et ben parfois, ça peut se faire grâce à quelque chose que tu adores. Et je sais pas, par exemple, dans mon business, on a créé un programme qui s'appelle le programme Titanium. Et une des choses qui a fait la différence, c'est que j'ai créé un univers visuel qui est extrêmement proche de l'univers du film que j'adore, qui s'appelle Gladiator. Et forcément, déjà, je magnétise à moi des clients qui sont réceptifs à ce genre d'univers un peu bourrin. Et ma manière, moi, d'en parler, j'ai plus d'énergie parce qu'en plus, je parle de Gladiator et je leur explique ce qu'on va vivre ensemble pendant un an. Moi-même, j'ai envie d'acheter mon programme à la fin de ma vente. Et ça ne serait pas possible si j'avais créé un truc sur quelque chose qui ne m'inspirait pas. Donc, voilà. Alors, c'est excellent parce que justement, j'allais te dire, mais David, dans ton cas, quand tu lances une activité, et en fait, c'est le cas, je pense, de tout le monde, sauf ceux qui vont nulle part. J'explique. C'est-à-dire, quand on lance une activité, soit on est en train de la lancer sur un secteur où il y a déjà de la demande, soit on lance sur un secteur où il n'y a pas beaucoup de demande, et si on lance là où il n'y a pas beaucoup de demande, on ne met pas toutes les chances de son côté. Le problème, c'est que si on se lance là où il y a déjà beaucoup de demandes, donc une demande forte et pérenne, par exemple, être conférencier sur les stratégies qui permettent aux gens de devenir meilleurs, c'est quelque chose que les gens cherchent activement. Il y a une demande forte. Elle sera pérenne, je pense, tant que l'intelligence artificielle ne nous aura pas remplacé le fait d'être heureux et productif. Et justement, j'allais te dire, mais comment est-ce qu'on fait pour percer, pour se démarquer? Et si je comprends bien, ta réponse, c'est justement d'aller chercher dans notre histoire, dans nos passions, ce qui nous rend un peu différents. Donc, moi, ça va être parce que j'adore la salsa ou parce que j'étais coach séduction avant. Et donc, aller chercher ce truc qui fait que même du point de vue de certaines personnes, on est un peu bizarre. Ou alors, cette passion qui fait qu'il y a un truc qui nous a donné de l'énergie, mais qui n'a rien à voir, comme dans ton exemple avec le film de Russell Crowe, Gladiator. Et aller chercher ça et venir l'incorporer. Alors, quelles sont les façons dont on peut l'incorporer? Tu as donné un exemple avec créer un univers visuel. Donc, ça, j'imagine que c'est la brochure, les vidéos, peut-être le site Internet. Est-ce qu'il y a d'autres façons dont on peut intégrer ce côté perso, passion dans notre communication ou dans notre produit? Ouais, il y a clairement plein de manières. Un des super exemples, c'est Steve Jobs qui adore la calligraphie et intègre la calligraphie dans son parcours entrepreneurial. Moi, j'aime beaucoup poser la question quand je fais des conférences business aux gens. Imaginez qu'on essaye à Bill Gates de réussir comme Steve Jobs et on demande à Steve Jobs de réussir comme Bill Gates. En fait, ça te donne n'importe quoi. Parce que, parce que leurs atouts étaient complètement différents, même s'ils avaient le même type de société. Exactement, leurs atouts et leurs centres d'intérêt. C'est-à-dire Bill Gates, je veux dire, le style, ça n'a jamais été son truc. La beauté, le design. Donc, en fait, le problème, c'est que il y a des gens, ils vont voir la réussite de Bill Gates et ils vont se dire, ah, du coup, il faut s'intéresser au design. Oui, peut-être. Mais peut-être que tu n'es pas suffisamment inspiré pour le faire. Donc, je vais donner d'autres exemples. Moi, par exemple, j'adore le cinéma et pendant longtemps, je me fouettais en me disant, non, mais attends, tu bosses pas, tu devrais pas aimer le cinéma, tu devrais juste faire tes vidéos, etc. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, et si tu pouvais intégrer ce que tu aimes dans ton activité? Et donc, pour répondre à ta question, je pense que la première réponse, ça commence par la question. J'adore ce que dit Elon Musk, qui dit
il y a trop de personnes qui cherchent à résoudre des problèmes, pas assez qui cherchent à se poser la bonne question pour résoudre ce problème. Et je pense que la bonne question, c'est déjà se demander comment je transforme ce que j'aime dans mon activité. Et typiquement, par exemple, c'est mon intérêt pour le cinéma qui m'a fait créer des vidéos beaucoup plus cinématographiques. Et c'est ces mêmes vidéos qui m'ont fait passer plusieurs fois la barre des millions de vues sur YouTube et même de plusieurs millions sur Facebook et qui se sont avérées générer au final, grâce à ces vidéos, indirectement, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, là où pendant des années, je m'interdisais de regarder des films parce que je me pensais improductif, aujourd'hui, quand je vais voir un film, j'ai l'impression c'est mon secteur R&D de mon entreprise pour aller trouver la nouvelle manière de filmer, pour aller séduire une partie de ma clientèle qui va être sensible à une manière différente d'enseigner plus cinématographique, de la musique avec des plans qui sont différents. Donc ça, c'est une autre manière de te répondre. Mais je pense vraiment que la vraie réponse, c'est par le questionnement, en fait. Donc ça peut être l'univers, mais ça peut être aussi, je pense que tu vois, un Xavier Niel, je pense qu'il a toujours été passionné par cette idée d'une extrême optimisation. Enfin, quand tu regardes les différents business de Xavier Niel, il est toujours dans cette même idée d'arriver à faire beaucoup moins cher quelque chose. Ou par exemple, Jeff Bezos, c'est pareil. Ouais. Et donc, peut-être que ce qui l'inspire, il y a un truc comme ça. Moi, par exemple, la notion de jeu de stratégie, ça m'inspire vraiment. Donc, du coup, par exemple, je sais que j'aime plus la notion de marketing que commercial. Parce que dans le marketing, il y a plus une dimension stratégique, de réfléchir à plus long terme, par quoi je vais passer. Alors que je pense que je pourrais être bon commercial parce que j'aime la relation. Et peut-être que quelqu'un d'autre, je lui conseillerais de devenir extrêmement bon au niveau commercial et peut-être moins bon au niveau marketing parce que naturellement, il est super bon là-dedans. Il adore ça, il adore la relation. Moi, j'ai un petit côté autiste, c'est-à-dire que je peux être seul sur une plage et me sentir bien. C'est mes restes de timide qu'aujourd'hui, je vis très bien. Et donc, je vais être bien derrière mon ordi à réfléchir à une stratégie marketing. Mais quelque part, c'est ce que je faisais derrière mes jeux vidéo où j'ai aimé les échecs. Donc, c'est aussi une autre manière de faire mon business. Après, une autre manière de répondre à ta question, c'est aussi comment tu organises ton activité. Par exemple, voilà, je pense que je peux être un bon manager parce que j'ai des bons outils de coaching. Mais je pense que je ne suis pas fait pour être un excellent manager. Parce que ce n'est pas là où j'excelle en premier. Et typiquement, je vais être meilleur dans la partie vision, créativité, créer à la limite l'impulsion chez les personnes, faire un speech à mon équipe pour qu'ils aient envie de tout déchirer avec moi. Ça, je vais être bon. Mais le management au quotidien, c'est pas forcément là où je suis le meilleur. Et d'ailleurs, en tant que coach, là où je suis le plus puissant, c'est pour aider mes clients sur de la stratégie globale, les aider à doubler leur chiffre d'affaires. Donc, voilà. Après, c'est pas transposé tel quel. Mais j'ai l'impression de revivre ce qui me plaît au sein de mon activité, en fait. Alors, quelles sont les erreurs que tu vois fréquemment commettre, toi qui as du coup, via ton coaching, tu as accompagné aussi bien des particuliers qui avaient des objectifs ou des problèmes personnels à résoudre ou à atteindre, mais aussi quand même pas mal d'entrepreneurs, chefs d'entreprise ou de personnes entreprenantes. Tu me disais en antenne, c'est-à-dire les gens qui n'ont peut-être pas encore monté leur boîte, mais qui sont les gens qui font bouger le monde, que ce soit par une asso, par des projets personnels ou un futur projet d'entreprise. Qu'est-ce que tu vois le plus souvent comme obstacle ou erreur que les gens commettent de façon répétée? Ouais. Bon, il y en a une, moi, qui est énorme, et les gens ne se rendent pas compte de la puissance de cet outil-là et du coup, c'est une énorme erreur d'y mettre. La plupart des gens n'y mettent aucune valeur. Certains y mettent un tout petit peu de valeur, mais quasiment personne se passionne sur le sujet. C'est que j'ai rencontré aujourd'hui aucun grand leader, que ce soit dans le monde du cinéma, le sport, mais que ce soit aussi l'entrepreneuriat, qui ne soit pas bon en storytelling. Et la plupart des personnes ne savent pas raconter des histoires. Quand je parle de raconter des histoires, je ne parle pas de raconter une histoire d'un film, c'est-à-dire une histoire irréelle. Je parle raconter son histoire ou raconter l'histoire de son client ou raconter l'histoire de comment son client va changer dans 1 an ou dans 10 ans. Parce que les personnes savent déjà n'ont pas conscience du pouvoir que ça a et c'est vraiment une question qui me fascine.
Au début, je me suis senti oppressé, moi, par toutes les tactiques marketing. Chaque mois, il y a une nouvelle tactique marketing qui arrive de comment gérer Facebook Messenger et Instagram et machin et comment je vais gérer tout ça. Et une vraie question qui m'a fasciné, c'est de me dire qu'est-ce qui marchait il y a 500 ans, qui marche aujourd'hui et qui logiquement devrait marcher dans 500 ans parce que c'est gravé dans notre système nerveux. Et une des réponses à cette question, c'est le storytelling. C'est-à-dire que le premier vecteur d'influence que l'être humain a utilisé depuis l'histoire de l'humanité, avant même d'écrire, c'est raconter des histoires, au point même qu'il y a des communautés aujourd'hui où le seul moyen d'éduquer les personnes et de perpétrer le savoir, c'est par le storytelling et les histoires. Donc, on ne se rend pas compte à quel point, quand on regarde les meilleurs commerciaux, ils racontent des histoires de leurs clients. Les meilleurs leaders, ils racontent des histoires des personnes à qui ils ont impacté leur vie ou de comment le mouvement il va transformer le monde dans 1 an, 10 ans. Ce que fait Martin Luther King quand il parle, il n'est pas en train de raconter un plan d'action. Même si, bien sûr, il y a plein d'actions à faire. Il est en train de donner une nouvelle histoire d'un monde qu'on peut imaginer ensemble. I have a dream. Et là, d'un coup, il crée dans l'esprit des personnes une nouvelle histoire de comment peut être le futur. Donc voilà, une énorme erreur, c'est que les personnes ne savent pas raconter des histoires. Et moi, je l'ai appris durement parce que j'avais un ami qui a 18 ans. On lui a annoncé qu'il avait une maladie dégénérescente. Sous-entendu, à 18 ans, on lui annonce qu'à 30 ans maximum, il sera un légume. Et je l'ai vu de 18 ans à 25 ans passer de courir, marcher, parler normalement à boiter, aller en fauteuil roulant, plus pouvoir écrire, avoir du mal à jouer aux jeux vidéo, avoir du mal à jouer à la souris en même pas 4 ans, 4-5 ans. Et moi, j'étais pile dans ma phase où j'avais 18 ans à apprendre tout ça sur l'humain, la psychologie, les neurosciences, donc j'avais envie de l'aider. Sauf que j'étais extrêmement maladroit et j'arrivais, hey, j'ai trouvé une idée pour que tu ailles mieux. Sauf qu'au bout d'un moment, il m'a envoyé chier parce qu'en fait, il disait, mais qui t'es toi où tu as une belle vie? Et il a raison. Qui t'es pour me dire ce que je devrais faire? Et j'étais extrêmement maladroit exactement comme un entrepreneur qui dit hey, j'ai un super produit, achète-le en fait. Parce qu'en fait, je voulais pas vendre une prestation, mais je voulais vendre une idée, je voulais vendre des outils, je voulais pas lui vendre qui pourrait guérir, mais je voulais lui vendre qui pouvait au moins aller mieux. Aller mieux, ouais. Et il m'a envoyé chier. Et je me rappelle ce jour où je suis chez moi et il m'a vraiment envoyé chier plus dur un jour. Et je m'en veux et je me dis mais comment ça se fait? Ça fait 2 mois que j'essaye et j'y arrive pas. Et la semaine qui suit, je reviens le voir. Et la seule chose que je fais, c'est que je lui raconte 2 histoires. L'histoire d'une personne qui a eu un handicap et qui est décédée, mais qui a profité des derniers jours de sa vie pour profiter de sa vie et impacter les gens. Et l'histoire d'un sportif qui a vécu un accident et une difficulté et qui l'a transformé. Et ça me prend 25 minutes, 30 minutes max à lui raconter l'histoire. Quand je lui raconte l'histoire, il ne se rend même pas compte que je lui parle de lui. Et pourtant, je lui parle de lui. Et la semaine qui suit, il crée un blog à l'époque qui s'appelle Se Relever, alors que je ne lui avais rien dit. Hein. Et dont l'idée, c'était de dire qu'on peut se relever, peut-être pas physiquement, mais mentalement. Et ça me fout des frissons de rien que d'y penser, parce que je me suis dit, ce jour-là, je dois avoir 20 ans. Je me suis dit, putain, apprendre à raconter des histoires, ça change tout. Et donc, je crée ma boîte. Et là, j'avais compris que les histoires, c'était important, parce que j'en racontais tout le temps dans mes vidéos. Mais je n'avais pas fait le lien histoire et business. Donc, je racontais des histoires pour donner des idées, mais pas pour vendre. Pas pour communiquer, voilà, pas pour vendre. Et en fait, après avoir fait ma énième vidéo de vente qui sert à rien, c'est-à-dire où personne s'inscrit, je me dis, mais en fait, je suis tout le temps en train de décrire ce qu'il y a dedans, mais je raconte pas d'histoire. Et j'ai commencé à inclure beaucoup plus d'histoires dans mon marketing, de comment les gens que j'accompagnais transformaient leur vie et ce qui se passait. Par exemple, dans mes conférences business, je raconte régulièrement, je sais pas, j'ai un entrepreneur qui est arrivé, un business d'une trentaine de salariés, stressé, avec un emploi du temps de dingue, à réussir qu'en moins de temps et du temps disponible pour ses enfants, il est passé de 2,2 millions à 3,3 millions de chiffre d'affaires. Je raconte souvent cet exemple de comment il a pu faire et en plus, il a réorganisé son business pour que ce soit plus sur mesure pour lui. Cette histoire, elle véhicule une idée qui est hyper intéressante. Que déjà, on peut booster son business en travaillant différemment. On peut avoir du temps pour ses enfants. On peut booster son business. Et elle partage une autre idée, c'est que j'ai la capacité en tant qu'accompagnant
d'aider des personnes à avoir ce type de résultat. Et depuis que je fais ça, j'ai vu mes inscriptions à tout ce que je fais, en fait, être beaucoup plus grand. Donc ça, c'est une énorme erreur, gravissime. Ok. Gravissime. Et en parlant d'histoire, justement, toi qui fais le métier de conférencier, parce que je n'oublie pas que tu m'avais dit qu'il y avait une anecdote de Boston à me Ah raconter, oui, et je pense que ça pourrait faire un super contraste parce que je crois que c'était une des premières conférences que tu as données aux États-Unis. Et je c'est ma voudrais que tu fasses première. le contraste entre cette histoire et peut-être nous raconter quelque chose d'une de tes plus récentes conférences, si tu veux. Ça nous fera un côté before-after intéressant parce que pour moi, ce qui est épatant, c'est non seulement le fait que tu es démarré jeune et alors, on fait cette vidéo, les gens vont dire, mais David, tu es encore jeune. On n'a pas tant d'écart que ça, tu vois, j'ai que 33 ans. Donc, même si Maxence Rigotier, qui a aussi 29 ans, m'a interviewé dans une vidéo récemment en disant, Sébastien, c'est un des dinosaures du web. On a 4 ans d'écart. Mais ce n'est pas seulement ça, tu vois, c'est aussi le parcours d'apprentissage et de progression que tu as pu avoir. Et je pense que ça peut aider pas mal de personnes à se dire, mais OK, je peux démarrer maintenant, d'entendre donc cette partie, première anecdote, et aussi les inspirer à voir tu vois, le parcours qui est possible de faire. Donc, je Ouais, alors, avec plaisir. Donc, ma première conférence à Boston, en fait, donc c'est assez drôle parce que donc moi, tout ça, ça commence du fait que je me lève un matin et je me dis, bon, cette année, comme chaque année, il est temps de faire quelque chose qui est inconfortable pour toi. Donc, parce que ça m'avait toujours rendu service de faire des choses inconfortables, même si ça portait pas leurs fruits immédiatement, ça me faisait évoluer moi personnellement. Et donc, je me dis, je vais partir aux États-Unis et je vais faire 30 interviews avec 30 personnes considérées comme inaccessibles, dont Seth Godin, et on verra bien. Donc, en gros, dans cette démarche d'obtenir mes interviews, j'ai contacté je ne sais pas combien de personnes qui, 80% d'entre eux m'ont pas répondu. Le reste, une grande majorité m'ont dit non et très peu d'entre eux m'ont dit oui. Dans ceux qui m'ont dit oui, une grande majorité des interviews ont été ratées, dont celle de Seth Godin, qui effectivement, vu que je avais un anglais pourri, je comprenais pas ses blagues. C'est ce qui fait d'ailleurs dans mes interviews suivantes, tu as des Américains qui commentent en disant arrête de rire comme une fillette. Parce que après Seth Godin, je rigolais dans le doute. C'est-à-dire que vu que je comprenais pas, de temps en temps, j'essayais de caler des rires. Ça placer un petit rire en disant, là, ça doit être de l'humour, on ne sait jamais. Exactement. Donc, je rigole largement trop et pas au bon moment. Et dans tous ces personnes que j'ai contactées, il y a quelqu'un que j'étais censé interviewer, mais il a été intrigué par ma démarche. Et c'est ça qui est super intéressant via ta question. C'est que même si j'arrive pas à obtenir des interviews avec toutes les personnes que je veux, je rate mes interviews et c'est extrêmement douloureux. Ça se passe pas exactement comme je veux. Je grille une partie de ma trésorerie en voyage à ce moment-là. Et ben de tout ça, il y a un type qui est quand même qui me remarque là-dedans et c'est pour ça que je trouve que le dépassement de soi, ça marque les esprits. Qui se dit mais en fait c'est incroyable ce que tu fais. J'ai une conférence avec des dirigeants du S&P 500, donc c'est un peu comme le CAC 40 français, donc des grosses boîtes, HP, etc. Viens intervenir à Boston. Et là, moi, je sens l'adrénaline de monter juste sur ma chaise, d'avoir peur de, mais t'es sûr, t'as vu mon anglais? Il me dit, non, non, vas-y, vas-y. Et j'ai un peu comme philosophie de me dire, voilà, si j'ai peur et que c'est en phase avec ce qui m'inspire, j'y vais, on verra bien. Quitte à que ça soit dur. Donc, j'y vais. Effectivement, ça a été extrêmement stressant. Je pense que j'ai dû aller au moins 5 fois aux toilettes avant d'y aller, alors que bon, tu sais qu'il n'y a rien à faire, mais bon, tu vas dans le doute. Et je suis monté sur scène, je fais ma conférence. À la fin de ma conférence, il y a des personnes qui sont allées voir l'organisateur en lui disant mais pourquoi lui? Pourquoi lui? J'ai rien compris à ce qu'il a raconté. Et puis, tu en as d'autres qui sont venus le voir en disant de tous tes intervenants, les autres intervenants étant des grands leaders, conférenciers américains reconnus, il y en a un qui m'a marqué, j'ai pas tout compris ce qu'il a raconté, mais j'ai compris un truc. Si notre boîte faisait un peu plus de ce qu'il vient de faire, c'est-à-dire oser faire un truc inconnu, nouveau, inconfortable et stressant, eh ben peut-être que notre business il se remettrait à croître. Et merci de l'avoir fait venir. Et donc voilà, c'était extrêmement inconfortable, j'étais pas à l'aise du tout. Mais suite à ça, c'est drôle parce que dans toutes ces expériences inconfortables, ratées, ben, il y a des gens que j'ai marqués. Tu vois, il y a une personne par exemple qui m'a réinvité 2 ans et demi plus tard.
Et je lui dis, mais pourquoi moi? Elle me dit, bah, j'étais là un jour où tu t'es fait éjecter dans un événement où je me suis fait virer parce que je m'étais incrusté, j'étais pas censé être là. Et qui avait remarqué ma détermination. Donc, du coup, c'est drôle, les trucs qui paraissent être des échecs et 2 ans et demi plus tard, tu as des gens qui ça marque leur esprit. Donc, ça semblait raté. L'interview avec Seth Godin, je m'en suis voulu pendant plusieurs jours, même pendant plusieurs années. Hein, j'ai eu du mal à la digérer. Il y a encore une partie de moi qui me dit j'attends d'avoir un super anglais pour recontacter Seth Godin et refaire la version 2. Mais ça paye et ça ouvre des portes. Et c'est de tout ça, c'est le même mec au final qui m'a ouvert des portes pour envoyer la lettre à Tony Robbins qui m'a invité. Donc, j'adore ce qu'a dit un Américain, je ne sais plus qui c'est qui dit ça. Il dit, voilà, il faut que tu comprennes que quand tu démarres, tu vas foirer. Pourquoi? Parce que en fait, toi-même, tu foires. Et le seul truc que tu dois avoir en tête, c'est foirer un peu moins à chaque fois. Et j'aime bien cette philosophie de dire, voilà, tu ne peux pas faire parfait. Vas-y, fonce, apprends, recommence, relève-toi. C'est pas juste recommence bêtement, mais vas-y, remets-toi en question. Demande-toi les gens qui excellent, qu'est-ce qu'ils font que tu fais pas. C'est ce qui s'appelle la pratique délibérée, que j'utilise beaucoup avec les sportifs de haut niveau. Quel est l'écart qu'il y a entre toi et la personne qui excelle? Où est-ce que tu as à t'entraîner? Où est-ce que tu es fragile? Tu t'entraînes, tu acceptes tes imperfections, tu te remets en question. Et ça continuellement jusqu'à pouvoir exceller. Et sur le chemin, tu dis, voilà, j'ai fait un maximum d'erreurs, mais au final, ça paye. Et les études scientifiques, pour le coup, elles sont radicales là-dessus. Les personnes quand on fait des graphes de répartition, les personnes qui réussissent le plus, il y a une corrélation directe avec le nombre d'expériences qu'elles ont faites. Et même les entreprises, d'ailleurs, ce n'est pas que les personnes. Facebook fait, en tout cas des études que j'avais vues, 100 000 expériences par an de split test et de tests. C'est-à-dire que je crois qu'en permanence, il y a 100 000 versions de Facebook qui tournent en permanence. C'est Jeff Bezos qui dit, je ne sais plus combien, je crois c'est 10 000 tests, pareil, sur YouTube, sur Amazon, ils testent plein de choses, Google, la même chose. Et donc, les personnes sont effrayées à l'idée de faire des erreurs, comme moi je l'étais, parce qu'ils associent faire des erreurs avec être une erreur, ou faire des erreurs avec être un échec. Alors que c'est de la R&D, en fait. Ce qui compte, c'est d'apprendre. Il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un des grands joueurs de poker, il dit, la seule erreur que tu peux faire, c'est vouloir ne pas faire d'erreur et, quand t'en fais, ne pas apprendre de tes erreurs. C'est la seule erreur qui existe. De mes amis, Suzanne Garrett est championne du monde d'agility. C'est un sport. Attends, je vais relancer vite fait le. Oh, okay. Hop. Je suis à toi. Ouais. Une de mes amies, Suzanne Garrett, est championne du monde d'agility. C'est un sport qui est très physique. C'est un peu comme le steeplechase avec les chevaux, sauf que tu le fais avec un chien et tu dois courir le parcours avec le chien. Qui est un sport donc, où il faut un cardio d'enfer et une synchronisation avec l'animal au taquet. Elle est championne de ce sport en fait depuis maintenant près de 30 ans, championne internationale et mondiale. Elle a plus d'une trentaine de titres. Et en fait, toutes les autres concurrentes dans le top 10 mondial ont la vingtaine. Elle en a 60. Wow. Et elle dit en fait, son secret, c'est que quand elle participe à une compétition, soit elle gagne, soit elle apprend. C'est les deux seules options. Ouais, j'aime beaucoup cette philosophie. Même si, encore une fois, pour qu'on remette les choses dans leur contexte, une grande partie de mes erreurs ont été douloureuses sur le coup et je m'en suis voulu et je me suis dit mais pourquoi j'ai encore fait cette erreur et cette erreur ne va pas me faire réussir et de me dire plein de fois je ne vais pas y arriver à cause de parce que je fais trop d'erreurs. Donc voilà, pour remettre dans le contexte aux personnes qui pourraient dire ouais mais vous ça marche mais moi je m'arrête à cause de mes erreurs. C'est même pas gênant en fait de t'en vouloir de tes erreurs et de douter de tes erreurs. La seule chose qui compte c'est de te relever et continuer en fait. Alors quel challenge en guise tu vois, de mots de la fin actionnable, quel challenge, défi ou action tu dirais à quelqu'un qui nous regarde ou qui nous écoute là pour se lancer, qui a comme projet de se lancer son activité ou qui est déjà en activité, qu'est-ce qu'il devrait faire là juste après avoir terminé ce podcast ou aujourd'hui ou ce week-end
Qu'est-ce que tu voulais leur laisser comme défi ou action? Ah, c'est une belle question parce qu'il y a tellement de choses que j'aurais envie d'inviter. Ouais, allez. Une comme ça qui me vient et que j'adore dans mes formations business, faire travailler les personnes dessus parce que j'observe que ça fait une vraie différence. Et comme ça me permettra de faire un clin d'œil à ce film préféré dont j'ai parlé, Gladiateur. Il y a une scène qui m'a marqué vraiment dans ce film parce qu'en fait, Gladiateur, il veut obtenir sa liberté, tout comme les personnes qui se suivent, elles veulent devenir des entrepreneurs libres. C'est ça. Et libre, bah, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Être libre financièrement, être libre de travailler depuis n'importe où, être libre de gérer son emploi du temps, être libre de servir les clients qu'on veut, être libre de pouvoir avoir une sécurité financière. Bref, peu importe. Gladiateur, Maximus, il veut obtenir sa liberté et il demande à son maître esclave comment est-ce que je peux faire pour obtenir ma liberté? Et il lui répond, si tu veux obtenir ta liberté, le seul moyen, c'est que tu gagnes la foule. Et Maximus lui répond, et j'adore cette phrase, et quand je l'entends la première fois, je ne sais même pas que je serai entrepreneur, mais cette phrase, elle m'a marqué. Il lui répond, je vais leur donner quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Et cette phrase, elle m'a marqué au point qu'il y a 4-5 ans, ma chérie, elle insiste pour qu'on aille dans le sud de la France se détendre. Et j'avais tendance à beaucoup travailler et je craque et je dis ok, on va aller sur la plage, on va se détendre. Et donc je suis sur la plage, mais je triche, je prends quand même un calepin et je suis sur la plage. En plus, j'adore hein, l'océan et l'eau, c'est vraiment un élément qui me donne beaucoup d'énergie. Et je suis en train de me demander qu'est-ce que je peux donner aux gens qu'ils n'ont jamais vu. Et de ce moment qui semblait être une perte de temps dans ma tête d'entrepreneur sur la plage, va naître l'idée d'un produit auquel je n'avais pas pensé avant et qui, avec un marketing pourri, aucune affiliation, une seule vidéo, un copywriting pas terrible et une page de vente médiocre, va me permettre de doubler mon chiffre d'affaires en une semaine. Waouh! Sachant que tu faisais déjà un chiffre d'affaires considérable. Bah, à ce moment-là, peut-être qu'à ce moment-là, j'étais peut-être à 150 000, 300 000, je ne sais pas. Et en une semaine, parce que je me suis autorisé à créer un produit dont moi, en fait, j'avais toujours rêvé. Alors, ce qui est des fois une mauvaise réponse quand ton client est trop différent de toi. Mais il se trouvait que mon client, il me ressemblait beaucoup. En tout cas, il ressemblait beaucoup à qui moi j'étais. Et qu'il y avait une vraie corrélation entre ce que moi j'aurais adoré avoir et ce que eux ils adoraient avoir et qui quelque part j'arrivais pas à l'entendre, ils faisaient que me dire, mais je me posais pas en me demandant qu'est-ce qu'ils voudraient qui n'existe pas parce que j'étais tout le temps concentré sur qu'est-ce qui existe que je peux faire un peu mieux. Et donc voilà, j'ai créé à la base un programme qui mélangeait plusieurs choses et en fait je sais pas, ça a eu une résonance avec ma clientèle qui était dingue. Et c'est ce que dans les startups, ils appellent le minimum product viable. Non, pardon, Minimum viable product. C'est la méthode Lean Startup? attends, non, Ah, j'ai perdu le terme, je confonds. Tu sais, quand tu as un produit qui, dans les startups, c'est le… Ah, zut. Ah, c'est un terme que j'emploie très souvent. Ah, attends. Je pense que je vais. Tu veux dire comme l'email pour les ordinateurs, l'appli qui cartonne et qui fait que l'ensemble de la Ah, c'est plateforme. bon, je l'ai. C'est le product market fit. Voilà. Voilà. En gros, ça a fait voilà, dans le monde des startups, dans le monde des startups, ils parlent du product market fit, c'est-à-dire qu'un produit qui finalement, avec un effort marketing qui est assez faible, enfin, je mets pas de budget pub dessus, correspond tellement aux besoins des clients que du coup, il y a une forme de viralité. Et c'est ce qui s'est passé un peu pour Dropbox, typiquement. Ils sont arrivés et il y a l'offre, elle correspondait vraiment à ce que les gens voulaient. Moi, j'ai été d'ailleurs un des promoteurs sans gagner de commission de Dropbox. Je pense que j'ai converti un paquet de personnes à Dropbox. Et ben, ça a fait un peu le même effet avec ce produit-là. Et donc voilà, j'encouragerais les personnes qui nous suivent à se demander qu'est-ce qu'ils peuvent créer différent. Et quand je dis produit, j'inviterais les gens, surtout les personnes qui
ont déjà un business. Ce n'est pas forcément le produit qui peut être remarquable, mais ça peut être l'offre qui peut être remarquable. Parce que le produit, peut-être qu'il est super, mais peut-être qu'il manque quelque chose dans l'offre qui va faire que d'un coup, on va sortir de la compétition, en fait. Et donc voilà, c'est vraiment un exercice que j'aime faire à tous les entrepreneurs, que ce soit en individuel ou dans les salles, parce que des fois, avec la bonne offre, là, je sais pas, j'ai une cliente qui est orthodontiste, elle utilise une technologie qui permet d'avoir des bagues, mais qu'on voit très peu. Sauf que c'est en train de devenir à la mode, sous-entendu, ben, d'ici 10 ans, une grande partie des orthodontistes utiliseront ça. Elle se bat à des centimes près pour faire moins cher. Et j'aime beaucoup ce que dit le fondateur de Skype, c'est la stratégie des zéros. Soit tu enlèves un zéro, soit tu rajoutes un zéro. Soit tu es capable de faire comme Skype, tu fais de la téléphonie pour un gratuit. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a enlevé un zéro parce qu'il n'y avait pas d'abonnement téléphonique, tu passais par Internet. Tu as enlevé un zéro parce qu'il n'y a pas besoin de serveur, parce que le serveur, c'était l'ordi de la personne. Pas besoin de téléphone, parce que c'était l'ordi de la personne. Donc, 3 zéros qu'il avait enlevé. Ou alors, tu fais la stratégie Apple et tu augmentes nettement la valeur de ton offre et du coup, tu sors de différence. Donc, c'est une réflexion qu'on a avec elle de dire qu'est-ce que tu peux proposer à tes clients qui fait que d'un coup, entre toi et les 50 autres orthodontistes qu'il y a à côté, il n'y a pas de question. Comparaison possible. Voilà. Donc, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé. Alors, comment est-ce que… Donc, déjà, merci beaucoup, David, pour ton partage, ton conseil et tes histoires. Je pense que ça a été un très bon exemple, justement, parce que tu es un très bon narrateur, de voir les nombreux exemples concrets que tu peux raconter d'histoires personnelles et d'histoires de tes clients. Et maintenant, pour quelqu'un qui nous a écoutés jusqu'à maintenant et qui veut découvrir un petit peu plus sur ton monde, sur ce que tu fais, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec toi, tes produits de formation, ton accompagnement? Yes, avec plaisir. Le mieux, c'est d'aller sur davidlaroche.fr. Et quand on arrive sur le site, en gros, il y a une question sur est-ce que tu es plus intéressé sur plutôt le live coaching, le côté perso, ou est-ce que tu es plus intéressé sur la partie business? J'invite à cliquer là. J'ai fait une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs business, avec l'idée qu'une seule de ces erreurs t'empêche vraiment de faire décoller ton business, voire même peut le faire s'écrouler, que tu sois en train de démarrer ou que tu sois bien installé. Une seule de ces erreurs a failli me faire mourir. Donc voilà, c'est important pour moi de les partager et c'est une vidéo gratuite. Encore merci David. Donc davidlaroche.fr, c'est le site où vous pourrez trouver toutes les informations sur David, l'ensemble de ses programmes et de ce qu'il peut proposer pour vous accompagner si vous voulez aller en découvrir davantage. Merci, c'est toujours important, je pense pour moi, que en tant qu'entrepreneur, une fois qu'on a réussi, et tu as très très bien réussi en développant une activité maintenant qui touche des gens à l'international, et énormément de gens via tes conférences et tes programmes en ligne et des millions de personnes grâce à tes vidéos. Le fait de pouvoir partager avec les personnes qui n'en sont pas encore à ce stade dans leur projet ou qui sont peut-être à ce stade et qui veulent encore passer au niveau supérieur, parce que je sais que tu as aussi beaucoup de clients qui sont des gens qui cartonnent déjà et qui vont au niveau supérieur. Je pense que c'est ce qui fait la force d'être entrepreneur libre, c'est pouvoir contribuer. Donc, encore bravo et merci pour ta contribution, David, et merci pour cette interview. Merci à toi, Seb, en tout cas.